Bonjour, voici donc la vidéo 2 de poursuite d'études sur les intégrales généralisées ou impropres. Première partie. Alors, il s'agit d'un cours qui se trouve dans le chapitre 4, calcul intégral du semestre 2. Nous allons d'abord commencer par quelques rappels sur l'intégrale d'une fonction sur un intervalle fermé AB. Puis, nous allons définir ce que c'est que les intégrales généralisées impropres. Continuer sur quelques exemples, travailler sur les intégrales de Riemann et puis je vous laisserai au final quelques exercices à résoudre. Alors, rappel, donc nous avons vu en outil logiciel pour les premières années et puis en maths dans le cours du semestre 2 pour les deuxièmes années, la définition d'une intégrale sur un intervalle fermé de l'ensemble des réels. Donc ici, je vous rappelle que nous avions divisé l'intervalle d'intégration AB en n sous-intervalles de même longueur h. H est donc égal à b-a sur n. Et puis nous avions calculé l'aire des rectangles, l'aire algébrique, puisque la fonction peut être négative, donc l'aire algébrique des rectangles qui sont assurés ici sur le schéma. Nous avions obtenu la somme, le sigma, des h fois f de xi, donc l'aire de chaque rectangle, l'aire algébrique de chaque rectangle, de base h et de hauteur f de xi. Et puis, nous avions fait tendre n, c'est-à-dire le nombre de sous-intervalles, vers plus l'infini. Donc quand n tend vers plus l'infini, le pas d'intégration h tend vers 0. Si cette limite existe et est finie, à ce moment-là, on dit que la fonction f est intégrable sur l'intervalle fermé AB. Et dans ce cas-là, on note avec le symbole que vous connaissez depuis la terminale, vous savez le grand S allongé, de A à B, f de x dx. Donc, on note cette limite, la limite infinie des sommes des aires algébriques de rectangles, eh bien, on le note avec ce symbole intégral. Donc, juste un petit rappel, je vous en avais déjà parlé précédemment, que, en fait, par passage à la limite, la somme discrète, ici sigma, c'est ce qu'on appelle une somme discrète, parce qu'on somme suivant i, qui est un entier naturel, qui prend des valeurs ponctuelles et isolées. Donc par passage à la limite, cette somme discrète devient une somme continue. Une somme continue, pourquoi? Eh bien parce que la variable ici, la variable de sommation de cette intégrale, c'est une variable réelle qui prend toutes les valeurs continuellement entre A et B dans l'intervalle fermé AB. D'accord? Donc on parle de somme continue. L'intégrale, on dit que c'est une somme continue. Alors continuons à comparer un petit peu ces deux expressions ici. Donc par passage à la limite, qu'est-ce qui se passe? H, le pas d'intégration, en fait, il devient dx. dx, c'est comme ça que l'on note une variation infinitésimale de la variable x. Donc ici, sur le schéma, vous avez, voilà, dx. Je multiplie dx par f de x. Qu'obtiens-je? Eh bien, j'obtiens ici, vous voyez, l'aire algébrique infinitésimale de ce rectangle. Voilà, donc par passage à la limite, h fois f de xi devient f de x dx, et puis nous sommons, suivant la variable x, entre a et b. Donc on obtient l'aire algébrique compris entre l'axe des abscisses, la courbe d'équation y égale à f de x, et les droites d'équation x égale a, x égale b. Donc ça, nous l'avions étudié en semestre 1 en outils logiciels et en semestre 2 en mathématiques. Alors, suite à quoi, nous avions cité le théorème suivant. Toute fonction continue sur un intervalle fermé AB est intégrable sur ce même intervalle. Ben oui, on comprend très bien que la somme ici, la somme infinie d'aires algébriques de rectangles, eh bien, va être finie puisque votre fonction étant continue sur AB, elle va être bornée. C'est-à-dire qu'elle va être à la fois minorée et majorée. D'accord? Voilà. Alors maintenant, le cours aujourd'hui va porter sur des intégrales un petit peu particulières qu'on dit intégrales impropres ou généralisées. Alors je vous en donne, avant de donner la définition, quelques exemples et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi elles sont appelées ainsi. La première, regardez, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins 3t dt. Vous savez que la fonction exponentielle, elle est définie et elle est continue sur l'intervalle
R, d'accord, sur R tout entier. Donc on le note, hein, appartient à grand C puissance 0 de R. Donc elle est continue sur R tout entier. Donc elle va être continue sur tout intervalle fermé inclus dans R. Donc intégrable sur tout intervalle fermé inclus dans R. On dit que cette fonction est localement intégrable sur R. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, vous avez la définition juste en dessous, ici. Regardez, on dit que une fonction est localement intégrable sur un intervalle I de R lorsqu'elle est intégrable sur tout intervalle fermé de I. Et je vous rappelle que précédemment, nous avions cité le théorème suivant: toute fonction continue sur un intervalle fermé AB est intégrable sur cet intervalle fermé AB. Donc, notre fonction exponentielle moins 3t est localement intégrable sur R. Et le problème qui va se poser dans cette intégrale, vous l'avez compris, je pense, c'est la borne infinie. Alors, comment on va faire pour étudier ce genre d'intégrale? Eh bien, en fait, regardez bien, on va remplacer la borne infinie par grand X. On calcule tranquillement cette intégrale. D'accord? Et donc, on recherche une primitive, hein, vous savez faire. Exponentielle moins 3t sur moins 3 est une primitive de exponentielle moins 3t. Ensuite, borne du haut moins borne du bas. Le moins un tiers ici, on peut le sortir du crochet. On fait d'une pierre deux coups. Donc, ça fait exponentielle moins 3x moins exponentielle 0. Exponentielle 0 fait 1. Le moins ici, on va le rentrer dans la parenthèse. Ça évitera de le perdre en cours de route. Voilà. Voilà, d'accord? Alors maintenant, nous, ce que l'on souhaiterait calculer, c'est l'intégrale de 0 à l'infini. D'accord? Donc, j'ai remplacé la borne infinie par grand X. Et maintenant, pour obtenir l'intégrale de 0 à l'infini de cette fonction, je vais calculer la limite quand grand X tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à grand X de exponentielle moins 3t dt. Ce qui donne la limite quand grand X tend vers plus l'infini, vous savez, de l'expression précédente, 1 tiers, 1 moins exponentielle moins 3x. Alors, qu'est-ce que cela donne-t-il? Ça donne quoi ça? Quand grand X tend vers plus l'infini, exponentielle moins 3x va tendre vers... Exactement, je vous entends d'ici, vers 0. Quoi? Mais non. Mais si, ça fait exponentielle moins l'infini. 3 fois plus l'infini, avec le moins devant, ça fait exponentielle moins l'infini. Vous connaissez cette limite? C'est 0. Je vous rappelle la représentation graphique de la fonction exponentielle. Donc ici, vous voyez que quand x tend vers l'infini, exponentielle x tend vers 0. Donc ici, j'obtiens 1 tiers. Voilà, donc je peux dire que, conclusion de cet exercice, que l'intégrale généralisée de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins 3t dt est égale à 1 tiers. On dit qu'elle converge, cette intégrale. Hein. Donc elle converge, autre vocabulaire, elle converge vers 1 tiers. Voilà. Donc voilà comment nous allons procéder dans cette première partie pour traiter toutes ces intégrales. Si je prends la deuxième, donc la deuxième, alors il s'agit d'exponentielle de t sur l'intervalle moins l'infini 0. La fonction exponentielle de t, eh bien, elle est continue sur R tout entier. Elle est donc localement intégrable, comme la précédente, hein, sur R. Et alors maintenant, eh bien maintenant, je calcule la limite quand grand X tend vers moins l'infini de l'intégrale de grand X à 0 de exponentielle de t dt. D'accord? Donc c'est ce qu'on a fait précédemment. On a d'abord remplacé la borne infinie. Ici, c'est la borne moins l'infini qui pose problème. Donc ici, ça va être la borne moins l'infini. Je l'ai remplacée par grand X. D'accord? Je calcule l'intégrale de grand X à 0 de exponentielle de t dt. Je sais qu'elle existe, puisque je viens de montrer que la fonction exponentielle de t est localement intégrable sur R. Donc elle existe, cette intégrale, je la calcule et ensuite, le résultat, eh bien, j'en détermine sa limite quand grand X tend vers moins l'infini. Voilà, je vous laisse continuer et nous allons passer à la définition. Alors,
Donc, définition. Qu'appelle-t-on intégrale généralisée ou impropre? Eh bien, toute intégrale de la forme. Alors, il y a 4 possibilités. Première possibilité, soit l'intégrale de a à plus l'infini, où f est une fonction localement intégrable sur l'intervalle a plus l'infini, fermée en a, donc il n'y a pas de problème en a, la fonction est continue en a, ou en tout cas intégrable, ou bien l'intégrale de moins l'infini à a de f de x dx, où f est localement intégrable sur l'intervalle moins l'infini à a, ou encore, troisième possibilité, l'intégrale sur l'intervalle ab, mais cette fois-ci, f est localement intégrable sur, regardez bien, les crochets ici, sur l'intervalle AB, fermé en A, ouvert en B. Donc le problème va se poser en B. La fonction n'est pas définie ou pas intégrable en B. Donc il faut regarder ce qui se passe plus précisément en B. Ou bien, quatrième cas de figure, l'intégrale de A à B de f de x dx, où f est localement intégrable sur l'intervalle AB. Cette fois-ci, le problème se pose en A, puisque vous voyez que le crochet est ouvert du côté de A. Donc, si je reprends ces quatre types d'intégrales généralisées, la première, le problème se pose en plus l'infini, la deuxième en moins l'infini, la troisième en B, puisque le crochet est ouvert côté B, d'accord, et la dernière en A, puisque le crochet est ouvert côté A. Alors, voici, nous reprenons les exemples précédents. Donc, nous avions étudié la première intégrale, vous vous rappelez, hein, elle converge vers un tiers. La deuxième intégrale, eh bien, l'intégrale de moins l'infini, vous l'avez fini, j'imagine, hein, vous avez mis sur pause, puis sur play, mais vous n'avez pas eu la solution, puisque je ne l'ai pas écrite, mais là, nous allons vite la rédiger. Donc, ici, primitive de exponentielle de t, c'est 1 demi exponentielle de 2t, entre grand X et 0, 1 demi, facteur de exponentielle 0, c'est-à-dire 1, moins exponentielle de grand X, d'accord? Et donc notre intégrale, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0, de exponentielle de t dt, donc il s'agit de la limite quand grand X tend vers moins l'infini de 1 demi facteur de 1 moins exponentielle de grand X, ce qui fait 1 moins exponentielle moins l'infini, ça fait 0, hein, 1 moins 0, donc 1 demi. Donc là encore, notre intégrale généralisée converge et a pour somme 1 demi. D'accord? Alors ensuite, l'exemple, alors la fonction 1 sur t carré. La fonction 1 sur t carré, eh bien vous savez qu'elle est définie continue sur R étoile. D'accord? Donc, elle appartient à C0 de R étoile. Donc, elle va être localement intégrable sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. Donc, ici, dans cette intégrale, alors attendez, je suis en train de me rendre compte que je me suis trompée. C'est l'intervalle 1 plus l'infini ici. Hein, et donc, c'est fermé en... Voilà, c'est fermé en 1. Voilà, donc dans cette intégrale, d'accord, ici, le problème se pose en plus l'infini. Donc nous allons calculer l'intégrale de 1 à grand X de 1 sur t carré dt, puis la limite quand grand X tend vers plus l'infini du résultat obtenu. D'accord, je vous laisse faire et dans la vidéo, à un moment donné, vous aurez le résultat. Si je prends la quatrième intégrale, donc la quatrième intégrale, vous voyez que 1 sur t au cube sur l'intervalle 0, 1. Le problème, cette fois-ci, va se poser en 0. Donc en 0, eh bien, la fonction 1 sur t au cube, elle n'est pas définie. Donc en fait, ici, l'intégrale est dite impropre ou généralisée parce que la fonction 1 sur t au cube est continue sur l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, fermé en 1. D'accord? Donc, elle va être localement intégrable sur ce même intervalle. Et pour étudier la nature de cette intégrale, c'est comme ça qu'on appelle l'étude d'une intégrale impropre. Hein. On recherche sa nature. Soit elle est convergente, comme on l'a vu dans les 2 exercices précédents, soit elle est divergente. Enfin, dans le premier exercice, dans les 2 premiers exercices, c'est ça que je voulais dire, hein, puisque la précédente, nous ne l'avons pas encore résolue. Voilà. D'accord? Voilà, donc elle est généralisée et le problème se pose ici en 0. Et pour le dernier exercice, eh bien, nous allons le traiter
ici. Ah non, c'est pas là. Donc, pour le dernier exercice, c'est l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur 2 moins t à la puissance 4 dt. Donc, vous voyez que le problème va se poser en 2 ici, puisque la fonction 1 sur 2 moins t à la puissance 4 est continue sur l'intervalle 1, 2, ouvert en 2. Le problème, il se pose en 2. D'accord? Donc, il faut bien identifier ici le problème de votre intégrale généralisée. Donc, soit c'est une borne infinie, comme c'était le cas dans la première et la troisième, soit c'est une borne moins l'infini, c'est le cas dans la deuxième, ou alors c'est une valeur, comme dans les deux dernières intégrales, 0 et 2. Alors maintenant, allons-y. Nous allons traiter la suivante. Donc la suivante, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur t moins 1 au carré dt. Alors ici, c'est encore un peu particulier, parce que vous voyez que le problème se pose en 1, en la valeur 1, qui est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc en fait, on va être obligé d'utiliser la relation de Schall et de couper en deux cette intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur t moins 1 au carré, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini. Et en faisant ça, on se rend compte qu'en fait, il va y avoir encore un problème. Il va y avoir encore un problème en plus l'infini. Cette intégrale, elle a deux problèmes, en 1 et en plus l'infini. Et là, ici, notre deuxième intégrale va avoir deux problèmes ici, dans notre relation de Schall. Donc, ce n'est pas possible de traiter une intégrale généralisée qui a deux problèmes simultanément. Donc, nous allons à nouveau utiliser Schall pour ici faire intervenir un point en lequel la fonction est définie et continue. Donc, on va prendre par exemple 2. Voilà. Donc, on coupe notre intégrale en 3 intégrales généralisées qui ont chacune un seul problème. Donc, vous avez compris ce que j'appelle par problème. Soit c'est une borne infinie, plus ou moins l'infini, ou alors c'est une valeur en laquelle la fonction n'est pas définie. Donc, ça veut dire que ici, pour étudier cette intégrale, on le fera à la fin de ce chapitre, il va falloir étudier ces 3 intégrales généralisées. Alors, la suivante, il s'agit de l'intégrale de 1 sur t au cube dt. Donc, on l'a vu dans les exemples précédents, mais nous ne l'avons pas terminé. On n'avait pas terminé son calcul. Alors, regardons bien. Le problème, c'est en plus l'infini. La fonction 1 sur t au cube, elle est continue sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. D'accord ? Donc ici, elle va être localement intégrable sur le même intervalle. Donc on va calculer la limite quand grand X tend vers plus l'infini et on remplace la borne infinie par grand X. Alors, primitive de 1 sur t au cube. Donc soit vous connaissez la formule, soit vous ne vous en rappelez plus. Donc si vous ne vous en rappelez plus, au brouillon, vous écrivez que 1 sur t au cube, c'est t puissance moins 3. Et normalement, vous connaissez quand même la formule qui permet d'obtenir les primitives de t puissance n. Il s'agit de, oui, je vous entends, c'est ça, t puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, quand on remplace n par moins 3, nous allons obtenir, c'est ça, t puissance moins 3 plus 1, voilà, sur moins 2, c'est ça. Alors maintenant, nous repassons en écriture fractionnaire, si je puis dire. Ça va faire 1 sur moins 2t au carré plus grand C. Allez, c'est parti. Donc, nous l'écrivons dans notre formule ici. Donc, on n'oublie surtout pas la limite quand grand X tend vers plus l'infini. 2, alors le moins 1/2, on va le sortir du crochet, ça sera plus agréable. Donc 1 sur t au carré, la constante d'intégration, vous savez qu'on ne la met pas, c'est pas la peine, puisque après quand on va faire borne du haut moins borne du bas, elles vont disparaître ces deux constantes. Et donc ça donne, je vais appeler grand I cette intégrale, donc grand I égale la limite quand grand X tend vers plus l'infini, de moins 1/2, facteur 2, borne du haut moins borne du bas. D'accord. Alors, quand grand X tend vers plus l'infini, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, 1 sur grand X carré va tendre vers 0. Et puis, on a moins 1 fois moins 1/2, ce qui fait plus 1/2. Donc, cette intégrale converge.
Cette intégrale généralisée converge. Alors maintenant, graphiquement, que se passe-t-il? Regardez, vous avez ici la représentation graphique de la fonction 1 sur x3. Nous travaillons sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc en fait, alors vous avez une asymptote. Alors ici, j'ai utilisé un logiciel pour tracer cette courbe. Donc on a l'impression que la courbe touche l'axe des abscisses, hein, mais ce n'est pas le cas, vous le savez. Hein. L'axe des abscisses, c'est une asymptote. Hein. Alors ici, en fait, j'assure ici le domaine et notre intégrale, grand I, eh bien, c'est l'aire algébrique du domaine assuré ici. Eh bien, cette aire est finie et vaut 1/2. Alors maintenant, nous allons calculer l'intégrale généralisée de la même fonction, mais cette fois-ci sur l'intervalle 0,1. Donc le problème va se poser cette fois-ci, vous l'avez compris, en 0, puisque la fonction 1 sur t au cube n'est pas définie en 0. Alors, nous recommençons le même travail. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Nous allons remplacer donc la borne 0 par grand X et nous allons faire tendre grand X vers, alors là, vers 0. Oui, mais nous allons être plus précis parce que l'intervalle d'intégration, c'est grand X1. Donc, ça veut dire que grand X est, voilà, c'est ça, donc vers 0 plus. D'accord? Voilà, grand X est au-dessus de 0, c'est ça que je voulais dire. Alors, maintenant, nous reprenons notre primitive, vous vous rappelez, c'était moins 1/2 de 1 sur t au carré, donc on sort le moins 1/2, 1 sur t au carré, crochet, grand X est 1, et ça donne, je vais l'appeler grand J, cette intégrale, donc grand J égale, la limite, n'oubliez pas de le réécrire tant que vous ne l'avez pas appliqué à votre formule, donc la limite quand grand X tend vers 0 plus de moins 1/2 facteur de 1 moins 1 sur grand X carré. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Quand grand X tend vers 0 plus, eh bien 1 sur grand X carré va tendre vers, c'est ça, plus l'infini. Donc on a 1 moins l'infini ici dans la parenthèse, si vous voulez, je vous l'écris en dessous. Et ensuite on a 1 moins l'infini fois moins 1/2. Donc 1 moins l'infini, c'est moins l'infini, fois un nombre négatif, ben, la limite est donc égale à plus l'infini. Donc voilà votre premier exemple d'intégrale généralisée divergente. La limite n'est pas finie, donc on dit que l'intégrale généralisée diverge. Donc l'intégrale de 1 sur t au cube sur l'intervalle 0,1 diverge. Graphiquement, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que l'aire algébrique, compris entre l'axe des abscisses, la courbe représentant 1 sur x cube et les droites d'équation 0 et 1, eh bien, cette aire est infinie. Voilà. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle nature d'une intégrale généralisée? Eh bien, on vient de le voir dans les exemples précédents. La nature d'une intégrale généralisée, c'est dire si elle converge ou si elle diverge. On dit qu'elle converge lorsqu'on obtient une limite finie et qu'elle diverge dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque la limite c'est plus ou moins l'infini ou lorsqu'elle n'existe pas. Voilà, donc je vous laisse lire ici. Hein, donc on notera dans ce paragraphe toutes les intégrales généralisées de la forme intégrale sur AB de f de x dx, où f est localement intégrable sur l'intervalle AB. Alors, si le problème est en B, l'intervalle sera ouvert côté B. Si le problème est en A, il sera ouvert côté A. B est un nombre réel ou peut être l'infini, et A peut être moins l'infini, ou bien un nombre réel. Alors, définition, soit f, une fonction localement intégrable sur AB. Si la limite, quand x tend vers B, de l'intégrale de A à grand X existe et est finie, on dit alors que l'intégrale généralisée de f sur AB est convergente et on note l'intégrale de A à B de f de t dt qui est égale à, on remplace la borne B par grand X et on calcule la limite quand grand X tend vers B de cette intégrale qui se fait sur un intervalle fermé. Donc, comme la fonction est dite localement intégrable, eh bien, cette intégrale existe. Il ne reste plus qu'à calculer sa limite. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la limite est soit infinie, soit n'existe pas, on dit que l'intégrale est divergente.
Alors, quelques remarques. Dans le cas où b est un nombre réel, la limite à déterminer sera alors, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple précédent. Ici, vous voyez, on calcule la limite de a à b. B, c'est un nombre. Donc, on remplace la borne b par grand X et on va faire tendre grand X vers b moins, puisque c'est sur l'intervalle a grand X. Donc, grand X est plus petit que b. Autre remarque du même ordre. Si f est continu sur l'intervalle AB, donc le problème se pose en A, vous voyez, l'intervalle il est ouvert en A, la limite à déterminer sera alors la limite quand grand X tend vers A plus de l'intervalle, de l'intégrale de f sur l'intervalle grand X B. Ok. Allez, maintenant, à vous de jouer. Déterminez la nature des intégrales généralisées suivantes. Je vous laisse travailler ces exemples et me donner le résultat, soit sur Discord, soit par mail, comme vous préférez. Alors, l'intégrale K, nous allons quand même la résoudre ensemble, puisqu'il s'agit d'une intégrale dite de Riemann. Donc, c'est vraiment une intégrale de référence. On dit qu'il s'agit d'une intégrale de référence. Donc, vous comprendrez mieux de quoi il s'agit dans la partie 2 de ce cours. Alors, alpha, c'est un nombre réel. On ne précise pas son signe ni rien. Donc ici, le problème se pose où? Il se pose en plus l'infini. D'accord? La fonction 1 sur t puissance alpha est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Fermée en 1. Voilà, donc elle est localement intégrable sur le même intervalle. Donc, il y a un seul problème ici qui se pose dans cette intégrale généralisée, c'est la borne en plus l'infini. D'accord? Toujours bien identifié au départ, avant de commencer à calculer l'intégrale, où se pose le problème. Donc, on remplace la borne infinie par grand X et on calcule ensuite la limite quand grand X tend vers plus l'infini. Alors, si jamais le calcul de l'intégrale est trop long, vous pouvez très bien, vous voyez par exemple, moi je vais noter grand K de grand X cette intégrale, je la calcule, et ensuite, à la fin, je dis que grand K c'est la limite quand grand X tend vers plus l'infini de grand K de X. Donc ça m'évite de m'embêter. Alors, 1 sur t puissance alpha. 1 sur t puissance alpha, c'est t puissance moins alpha. Donc, quand j'intègre avec la formule t puissance n, ça fait t puissance n plus 1 sur n plus 1, plus la constante d'intégration. Et je vais l'écrire sous forme de fraction. Donc, ça fait 1 sur moins alpha plus 1, facteur 2, t puissance alpha moins 1. Et je peux très bien ici... en fait, vous voyez, moins alpha plus 1, je veux dire que c'est moins, parenthèse, alpha moins 1. Donc, je vais sortir le moins 1 ici. Comme ça, j'obtiens cette formule que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous. Allez, on l'applique. Ça donne quoi? Ça donne donc crochet, moins 1. Alors, j'aurais pu sortir le alpha moins 1 du crochet, Allez, on va le faire. Allez, on sort le crochet. Comme ça, ça évite des problèmes. Ici, du coup, pas besoin de parenthèse au dénominateur. Je vais raccourcir la barre de la fraction et j'obtiens donc crochet. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1 sur t puissance alpha moins 1 entre 1 et grand X. Donc, grand K de grand X est égal à moins 1 sur alpha moins 1. Borne du haut moins borne du bas. Et voilà. Je peux éventuellement rentrer le moins dans la parenthèse pour éviter de l'avoir en premier dans l'expression. Comme ça, je ne risque pas de le perdre à la ligne suivante. Voilà. Et maintenant, je dois calculer grand K, c'est-à-dire la limite quand grand X tend vers plus l'infini de grand K de X, c'est-à-dire de 1 sur alpha moins 1, facteur de 1 moins 1 sur grand X puissance alpha moins 1. Alors là, attention.
Et oui, parce que cette limite, elle va dépendre du signe. Du signe de quoi? Du signe de alpha moins 1. Si alpha moins 1 est positif, par exemple, si alpha moins 1 est égal à 3, je vais avoir 1 sur x cube. Donc, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x au cube va tendre vers 0. Et donc, je n'aurai plus que 1 dans la parenthèse et l'intégrale converge dans ce cas-là. Si alpha moins 1, c'est moins 3, c'est-à-dire si j'ai 1 sur x puissance moins 3, ben ça c'est x puissance 3 en fait. Et quand x tend vers plus l'infini, ben x puissance 3 tend vers plus l'infini. Ben à ce moment-là, j'obtiens une intégrale divergente. Donc, deux cas de figure vont se poser. Premier cas de figure. Alors, premier cas de figure, si alpha moins 1 est positif. Donc, si alpha moins 1 est positif, eh bien, l'intégrale converge. Elle converge vers quoi? Eh bien, vers ici, hein, ça va tendre vers 0, on est d'accord. 1 dans la parenthèse, eh bien, elle converge vers 1 sur alpha moins 1. Et si alpha moins 1 est négatif, eh bien, à ce moment-là, on est dans le deuxième cas de figure, ça va donner ici moins l'infini. 1 moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et ici, 1 sur alpha moins 1 va être négatif de ce fait. Donc, on a un nombre négatif multiplié par moins l'infini. Ça fait plus l'infini. Alors, vous remarquerez que ici, j'ai écrit alpha strictement supérieur à 1 ou alpha strictement inférieur à 1. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on fait ce calcul ici de primitive, on divise par alpha moins 1. Et quand on divise par un nombre en mathématiques, il faut s'assurer qu'il est non nul. Donc, nous avons un premier cas à étudier, alpha différent de 1. Et donc maintenant, nous allons étudier le cas où alpha est égal à 1. Et pour cela, nous allons revenir à l'intégrale juste avant de faire la division. D'accord? Donc, à grand K de x égale à 1 sur t puissance 1 sur l'intervalle 1x. Allez, allons-y. Donc, deuxième cas. Deuxième cas, que se passe-t-il si alpha est égal à 1? Eh bien, K de grand X est égal à l'intégrale de 1 à grand X de 1 sur t dt. Et là, j'imagine que vous connaissez très bien, il s'agit du logarithme népérien. De valeur absolue de t. Bon, comme l'intervalle c'est 1x, c'est un intervalle de nombre positif, on peut enlever les valeurs absolues. Borne du haut moins borne du bas, ce qui donne ln de grand x moins ln de 1. ln de 1, vous savez tous que ça fait 0. Donc, notre intégrale généralisée grand K est égale à la limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, l'intégrale généralisée K diverge lorsque alpha est égal à 1. Conclusion. Conclusion. Revenons en arrière. Elle diverge lorsque alpha est égal à 1 et elle diverge lorsque alpha est strictement inférieur à 1. Donc elle diverge lorsque alpha est inférieur ou égal à 1 et elle converge lorsque alpha est strictement supérieur à 1. D'où le résultat ici qui est annoncé. Cette intégrale généralisée converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1 et il s'agit d'une intégrale de référence qu'on appelle l'intégrale de Riemann. Graphiquement, que se passe-t-il? Donc, on vient de voir qu'elle converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Ici, 1 sur x est tracé en violet sur cette représentation graphique. Donc 1 sur x, ça veut dire que alpha est égal à 1. D'accord? Ensuite, 1 sur x carré, alpha égale à 2. Et 1 sur racine carrée de x, alpha est égal à 1 demi. Donc 1 demi est plus petit que 1. D'accord? 2 est supérieur à 1. Alors, je vous rappelle, l'intégrale de 1 à plus l'infini, graphiquement, c'est l'aire algébrique compris entre l'axe des abscisses, la courbe, et la droite d'équation x égale 1 et jusqu'à plus l'infini. Donc si vous regardez la courbe rouge, 1 sur x carré, l'aire
du domaine que j'assure en rouge ici, eh bien, va être plus petit que l'aire du domaine que j'assure en vert, la courbe verte étant la représentation graphique de 1 sur racine carrée de x. D'accord? Et la courbe rouge, c'est la représentation graphique de 1 sur x carré. Donc, que remarque? Voilà, donc ici, avec la formule précédente, l'intégrale de Riemann de 1 sur x carré sur l'intervalle 1 plus l'infini converge. Donc, l'aire algébrique de la courbe, enfin, comprise entre l'axe des abscisses, la courbe, et les droites d'équation x égale à 1 et jusqu'à plus l'infini. Donc, cette aire ici donne une valeur finie. Alors que, eh bien, l'aire qui est comprise entre l'axe des abscisses et la courbe d'équation y égale 1 sur x est infinie. Il en est de même pour l'aire comprise entre l'axe des abscisses, la courbe représentant y égale 1 sur racine carrée de x. Et les droites d'équation x égale à 1 et jusqu'à l'infini, eh bien celle-là, elle diverge aussi. D'accord? Voilà, donc c'est ce que nous venons de déterminer. Donc vous voyez qu'à partir de la courbe y égale à 1 sur x, il y a un changement dans la nature de l'intégrale de Riemann. Lorsque alpha est supérieur à 1, eh bien, vous voyez que l'intégrale converge, et lorsque alpha est inférieur à 1, eh bien, elle diverge. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque nous changeons ici d'intervalle d'intégration? C'est-à-dire que nous allons travailler sur l'intervalle 0,1. Il s'agira à nouveau d'une intégrale de Riemann, on l'appellera à nouveau intégrale de Riemann, mais sur l'intervalle 0,1. Alors, je vous laisse au brouillon rechercher la nature de l'intégrale de Riemann sur l'intervalle 0,1, et puis vous mettez sur Play pour avoir la solution. Alors ici, donc, la fonction 1 sur t puissance alpha, elle est continue sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1. Donc le problème de cette intégrale généralisée va se poser en 0. On remplace donc la borne 0 par la variable grand X et on va calculer le résultat obtenu, enfin la limite du résultat obtenu quand grand X tend vers 0 plus, puisque grand X est plus grand que 0. Voilà, donc là, je vous rappelle le résultat précédent, parce que la primitive elle ne change pas, les formules de primitive. Voilà, donc ensuite borne du haut moins borne du bas, voilà ce que nous obtenons. Alors attention, cette fois-ci, la limite c'est grand X tend vers 0 plus. Donc par exemple, que se passe-t-il si alpha moins 1 est égal à 3? Donc on va chercher la limite en 0 plus de 1 sur x cube. Donc ça va donner du plus l'infini. Donc notre intégrale diverge. Et que se passe-t-il quand alpha moins 1 est égal à moins 3? Donc dans ce cas-là, nous allons avoir 1 sur x puissance moins 3, c'est-à-dire x puissance 3, qui, quand grand X tend vers 0, va tendre vers 0. Donc là, cette fois-ci, l'intégrale converge, converge, voilà. Alors maintenant, eh bien, nous allons avoir toujours, comme tout à l'heure, deux cas de figure. Donc, premier cas, si alpha moins 1 est positif, eh bien l'intégrale diverge. Et si alpha moins 1 est négatif, elle converge. D'accord? Donc si vous voulez, vous pouvez calculer la limite. À ce moment-là, ça va donner 1 sur 1 moins alpha. Voilà. Comme tout à l'heure, nous allons avoir deux cas à étudier, puisqu'ici nous divisons par alpha moins 1. Donc premier cas, alpha est différent de 1. Et deuxième cas, que se passe-t-il si alpha égale à 1? Eh bien à ce moment-là, grand L, c'est égal à la limite quand grand X tend vers 0 plus de l'intégrale de 1 sur t dt sur l'intervalle grand X1. Donc comme tout à l'heure, il s'agit de la fonction logarithme népérien. Voilà, sur l'intervalle grand X1, donc on calcule la limite quand x tend vers 0 de ln de 1, c'est-à-dire 0, moins ln de grand X. ln de grand X en 0, quand x tend vers 0, c'est moins l'infini, on a moins ln de x, donc ça donne plus l'infini. Donc vous voyez que l'intégrale ici, généralisée sur 0,1 de la fonction 1 sur t, diverge. En résumé, l'intégrale de 1 sur t puissance alpha sur l'intervalle 0,1 converge si et seulement si, regardez bien,
alors si et seulement si alpha est strictement inférieur à 1. Donc vous voyez qu'il s'agit bien du contraire. Vous vous rappelez, les intégrales de Riemann sur l'intervalle 1 plus l'infini, elles convergent si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Et les intégrales de Riemann, on les appelle aussi, les intégrales de Riemann, elles convergent si et seulement si, quand on travaille sur l'intervalle 0,1, donc si et seulement si alpha, cette fois-ci, est strictement inférieur à 1. On regarde la représentation graphique, donc vous voyez que cette fois-ci, c'est la courbe verte qui va donner ici un domaine d'intégration. Alors attention, on travaille sur l'intervalle 0,1 cette fois-ci, donc un domaine d'intégration, un domaine, vous savez, l'aire du domaine, voilà, eh bien, il est fini. Voilà, donc vous avez l'intégrale de 1 sur racine carrée de x sur 0,1 qui converge cette fois-ci, alors que l'intégrale de 1 sur x diverge. C'était le cas aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et l'intégrale de 1 sur x carré, par contre, sur l'intervalle 0,1, eh bien, elle diverge. Voilà, donc ce résultat, l'intégrale de Riemann sur 0,1 et sur 1 plus l'infini, est à retenir par cœur. Surtout pour ceux qui veulent passer les concours pour entrer en école d'ingénieur. Allez, nous continuons. Exemple suivant. Alors, vous vous rappelez, il s'agit de l'exemple de la fonction 1 sur 2 moins t, le tout à la puissance alpha. Le problème se pose en 2 cette fois-ci. Donc, vous avez la résolution. Vous pouvez mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Il y a 2 façons de procéder. Soit vous calculez comme on l'a fait précédemment, pour l'intégrale précédente, ou alors vous allez justement vous servir du résultat de l'intégrale de Riemann en faisant un changement de variable. C'est-à-dire, on va poser x égale à 2 moins t, de façon à se ramener à l'intégrale de Riemann. Voilà, alors ceux qui n'ont pas encore étudié le changement d'intégrale le changement de variable dans une intégrale, bien évidemment, travailleront comme précédemment. Voilà, donc je vous laisse travailler cet exercice. Vous avez le PDF aussi, vous avez la correction sur le PDF. Allez, la relation de Schall, je vous en ai parlé. Que se passe-t-il lorsque nous avons une intégrale généralisée qui a 2 problèmes, 2 bornes qui posent problème? Donc, voilà, vous avez ici l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB et l'intégrale est dite généralisée en A et B. Ça veut dire que soit les bornes A et B sont moins l'infini plus l'infini ou alors des valeurs en lesquelles la fonction n'est pas définie. Donc dans ce cas-là, on va utiliser la relation de Schall et on va scinder en 2 cette intégrale. On dit qu'il s'agit de l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B. Nous devons donc étudier la nature de chacune de ces 2 intégrales généralisées. L'intégrale grand I, au final, convergera si et seulement si les 2 intégrales généralisées convergent. Voilà, je vous laisse maintenant travailler les exercices qui suivent. Alors attention, dans l'intégrale J, il faudra effectuer un changement de variable. Donc, ceux qui n'ont pas encore étudié le changement de variable dans une intégrale devront passer cet exercice. Et dans le dernier exercice, alors soit vous faites une intégration par partie, soit un changement de variable, x égale cosinus t, ou x égale sinus t. Vous avez le choix. Bien, eh bien j'attends vos brouillons. Au revoir et à la prochaine vidéo, partie 2. Nous allons travailler sur des intégrales généralisées dont on ne peut pas calculer de primitives. Comment faire pour savoir alors si elles convergent, si elles divergent? Et dans le cas où elles convergent, comment en obtenir une valeur approchée? Eh bien, je pense que vous avez déjà la réponse, puisqu'en outil logiciel, nous avons justement calculé la valeur approchée d'une intégrale par la méthode des rectangles, des trapèzes ou de Simpson. Allez, bon courage et à bientôt.